Chers invités bien précieux, nous sommes ici avec la domiciliation de notre ministère du Commerce, de ICOSI, mais en même temps par l'intervention aussi de plusieurs collègues africains. Nous continuons notre panel pour la production soutenable de produits alimentaires. Nous avons premier, deuxième, troisième, turc, anglais, français comme chaîne de transformation, traduction. Bon, pour commencer les premiers discours d'ouverture, je vais inviter notre ministère des Forêts et de l'Agriculture. Bienvenue, monsieur le ministre. Chers ministres et aussi représentants de l'Institut international bien précieux, messieurs, mesdames. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale plutôt, le 16 octobre, donc le jour de l'aliment au monde. Vous le savez bien que notre monde est le monde entier. Nous remercions à tous les paysans et agriculteurs pour leur effort, puisqu'ils ont fait découler en effet la transpiration découlant de leur front vers les mers, rivières et lacs. En effet, on les remercie beaucoup, nos agriculteurs, nos pêcheurs aussi, tous ceux qui travaillent avec la mer, tous ces bonhommes et bonnes femmes qui travaillent avec la terre et les mers pour produire des aliments et nutriments pour nos enfants et les citoyens du monde, puisqu'ils ont apporté leurs apports tout au long de cet effort. Je félicite aussi votre journée de l'alimentation mondiale, le 16 octobre 2025. Pour les invités qui viennent de l'Afrique aussi, je veux leur dire bienvenue à Istanbul, en les saluant avec beaucoup de respect et d'amabilité. Chers intervenants, en effet, les Nations Unies a choisi le thème thématique de meilleur aliment, meilleur futur, main dans la main. Et ce slogan donne une bonne photo. L'image à l'heure actuelle du monde entier nous démontre que le slogan est bien juste. C'est ce dont on a besoin. Et il y a plus de 673 millions de personnes sont face à famine et 2,6 milliards de personnes malheureusement sont en stage de malnutrition. Ces chiffres-là ne sont pas que des statistiques. Derrière le rideau, vous le savez que se cachent des vies humaines en souffrance. La sécurité alimentaire, quand on parle, il ne s'agit pas seulement d'un pays, mais de l'humanité, c'est un problème mondial. Le changement climatique, on en parle, des guerres, aussi des ondulations économiques, des épidémies, et même ces problèmes peuvent s'approfondir encore plus, puisqu'il y a toutes les conditions préalables. Par ailleurs, l'obésité à l'âge adulte et les ratios aussi, les pourcentages montent jusqu'à 15,8%. Le gâchis des produits alimentaires s'élève à 2,3 milliards de tonnes, ce qui nous démontre en effet des images qui sont à la mer l'un de l'autre dans notre monde actuel. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une autonomie nutritive grâce à l'augmentation de la production, mais de diminuer du gâchis, mais aussi la répartition égale, mais aussi de construire des systèmes
qui sont résistants. Aussi pour l'autonomie nutritive, ne penchons pas que sur la production, mais aussi sur la justice et la bonne conscience. À Gaza, vous le savez, il y a une crise humanitaire. Il s'agit d'une famine produite par la main de l'humain. Et la Turquie, pendant cet épisode-là, sur chaque plateforme, fait recours à toutes sortes de méthodes juridiques sous la guidance de notre président de la République, Recep Tayyip Erdogan. Il a donné des messages bien décidés. Donc avoir accès à la nourriture n'est pas une priorité, mais un droit de l'homme principal de base. Avec cette conscience, nous, en tant que la Turquie, on a accéléré nos actions d'aide pour le Gaza et on va maintenir nos efforts. Ou qu'il s'agisse de famine ou des peuples qui sont en effet examinés par la famine, la Turquie fait son mieux pour être là-bas, présent, parce que protéger l'alimentation est en effet protéger l'être humain, l'humanité. Nous, en tant que la Turquie, nous avons toujours voulu mettre en place des relations justes avec les pays africains, en collaborant au niveau agricole surtout, dans les dernières années, Somalie, Sénégal, Niger et le Soudan, mais aussi le Maroc, sont rentrés en collaboration pour les irrigations ou les collaborations sur les graines ou formation des agriculteurs, etc. Nous avons déjà mené des projets communs et par l'intermédiaire de PICA, nous avons aussi, nous leur avons fait parvenir aussi des outils, équipements, véhicules agricoles. Et pour qu'on puisse suivre avec la même collaboration, avec de l'infrastructure logistique, mais aussi des mécanismes de financiers qui sont à renforcer, en essayant aussi de trouver des solutions spécifiques à la marché africain, en effet, remporte une grande importance. On suit nos élaborations là-dessus avec le ministère de l'Agriculture. Quand il s'agit aussi du stockage des aliments pour intervenir en cas de crise alimentaire, comme dans le continent africain ou asiatique, ainsi avec l'objectif d'être capable d'interagir rapidement quand le jour vient. IFAD va être en collaboration encore une fois avec notre ministère et la participation de 11 pays. Nous allons avoir un tri-collaboration avec les pays du Sud pour augmenter les performances agricoles. Dans cette réunion, les sources d'eau seront mieux gérées, l'adaptation au changement climatique est étudiée, etc. Et on va faire des échanges d'idées, d'informations, de connaissances à ce sujet. La plateforme donc est mise en place et ces collaborations-là et ces projets que nous mettons en œuvre avec les pays africains, en effet, on va aussi élargir le perspective. Je vais répéter une phrase, une citation de notre président de la République. En effet, il ne faut pas accepter les frontières qui ne sont pas naturelles afin de ne laisser aucune porte à laquelle nous n'aurons pas frappé en Afrique, ni un pays avec lequel nous n'aurons pas élaboré des projets ensemble. Les discussions qui se tiennent aujourd'hui ici ne sont pas que des échanges d'idées, mais aussi sont des débuts concrets. Il devrait en être ainsi. Je vous propose de s'endorser de cette responsabilité tous ensemble afin de prendre des initiatives, passer à l'action et servir de plus en plus d'empathie, plus que jamais, pour collaborer. Et je vous y invite. En terminant mon intervention, juste maintenant, je veux dernièrement remercier tous les organisateurs et les membres de divers instituts qui ont fait ces efforts. Espérons que dans le futur, nous aurons beaucoup plus d'apports dans nos projets et collaborations. Remercions tous les invités et intervenants avec beaucoup d'amour et amitié.
Sayın Bakanım, kıymetli sözleriniz için. Monsieur le ministre, nous vous remercions pour vos mots. Maintenant, sur la sécurité alimentaire et pour la production d'aliments durables, nous vous invitons Dr Bilin Chitsungi, nous invitons, il fait partie de nos panélistes. Nous avons Dr Nixon Bugo, directeur exécutif de l'AFTA, professeur Dr Fatma Handan Giray, chef du département de l'économie agricole de la faculté d'agriculture, professeur William Kiamo Angiri, président du conseil d'administration du groupe Güven, Madame Yıldız, Monsieur Yıldız Güven. Madame Yıldız Güven, je m'excuse. Et maintenant, nous allons donner la parole à notre modérateur, Dr Bilin Chitsungi. Bon après-midi, distingués invités, distingués délégués, vos excellences, les distingués ambassadeurs, distingués participants. Je fais partie du Parlement panafricain et je suis l'ambassadrice pour la sécurité alimentaire. C'est vraiment une opportunité très importante pour pouvoir parler de ce sujet. Comme le ministère l'a dit, nous partageons une responsabilité dans le domaine de la sécurité et production alimentaire durable. Madame Güven est une entrepreneure. Elle dirige une affaire innovative dans le domaine agricole. Elle réunit en fait l'IA, les biostimulants. Elle travaille sur des structures résistantes au climat dans différents domaines. Elle travaille pour le développement des systèmes alimentaires durables. Elle fait du commerce agricole, et ça va être très intéressant d'entendre la perspective des fermiers. Un deuxième orateur est quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience. C'est une chercheuse. Elle a beaucoup d'expérience dans le secteur. Elle a travaillé sur les process. C'est une entrepreneure, mais aussi c'est une chercheuse. Pardon, lui, il a travaillé pour les projets de réhabilitation de l'Ouganda. Il a travaillé dans le domaine du partenariat public et privé. Handan Giray est une académicienne. C'est un expert très important dans l'économie agricole. Elle a aussi travaillé dans le développement rural. Avec son expérience politique et son expérience dans le domaine de la recherche, elle constitue un pont entre les autorités et la recherche. Elle travaille pour mettre en place des systèmes agricoles en Turquie qui sont conformes à des standards internationaux comme le Pacte vert. Dr Bigongo, c'est un expert aussi. Cela fait plus de 25 ans qu'il travaille dans ce domaine de financement agricole. Il travaille de façon générale en Afrique.
Et il est membre aussi de l'association de soutien technique. Il est un conseiller pour la Banque de l'investissement de l'Afrique. Il conseille aussi les grands holdings dans le domaine de financement. Il aide les différentes institutions. Il développe des partenariats stratégiques pour soutenir les systèmes agricoles durables. J'aimerais commencer le panel en posant une question à Madame Guven. Madame Guven, c'est une entrepreneure, femme, et elle est aussi une fermière. Et je pense qu'on ne peut pas trouver quelqu'un de mieux pour nous faire part de l'expérience des fermiers. De quels besoins, quels sont les soutiens dont vous avez besoin? Comment les technologies durables peuvent être renforcées dans les marchés? Du point de vue du partenariat entre Turquie et le continent africain, les biostimulants, les systèmes d'assainissement d'eau, comment ces systèmes, ces nouvelles technologies peuvent améliorer la productivité agricole et comment nous pouvons aussi améliorer la résistance des produits au changement climatique. Lorsque nous parlons de la sécurité alimentaire, nous pensons tout de suite à une production durable, à une production agricole durable. Il faut que l'agriculture soit faite, exercée de façon durable. Moi, je fais partie d'une famille qui fait de la production agricole. Cela fait 5 générations que nous sommes dans l'agriculture et nous espérons que nous allons pouvoir transférer notre propriété aux générations futures. Il s'agit d'une question de volonté. Parce qu'il faut transmettre l'agriculture aux générations nouvelles. Nous avons une accumulation d'expérience et de connaissances techniques. C'est très important de transmettre ces connaissances. Dans nos processus de protection, nous accordons énormément d'importance à la durabilité. Depuis des générations, nous le faisons en utilisant les meilleures technologies. Nous développons ces technologies, mais aussi nous suivons de près tous les développements qui existent au niveau technologique dans ce domaine. À Adana, nous avons des terrains, nous cultivons différents graines et nous avons aussi différentes activités. Nous travaillons sur les graines, sur des groupes de protection de plantes. Nous sommes des producteurs agricoles, mais aussi nous produisons des matières premières pour le secteur. Nous avons aussi une exportation de produits agricoles aussi vers différents pays et donc j'aimerais adopter une perspective assez large. La production agricole durable doit commencer par l'analyse du sol, de la terre. Nous allons analyser le sol, la terre et réfléchir sur ce qui peut être cultivé au mieux sur un tel sol, sur un tel terrain. Après, il faut réfléchir sur les processus d'irrigation, il faut consommer le moins d'énergie et le moins d'eau possible. Et il faut avoir de bons soins pour les plantes. Ce sont des éléments vraiment très importants. Nous avons la technologie de l'IA, il y a les biostimulants, il y a les biopesticides, il y a les engrais biologiques aussi. Nous les utilisons dans nos processus de production agricole. Dans le monde entier, il y a une crise du climat. Et cela a un impact énorme sur nous. Dans différentes régions de Turquie, il y a des dégâts sur les terres agricoles à cause de la sécheresse ou à cause des inondations ou bien à cause d'une température très basse. Et ces nouveaux développements nous permettent de surmonter ces difficultés dans des conditions climatiques extrêmes en ayant un suivi technique, surtout avec les biostimulants. En utilisant les biostimulants, nous pouvons empêcher des pertes de production agricole.
Il y a des développements dans la technologie avec l'IA. En tant que Turquie, nous l'utilisons de façon assez sérieuse et chez les producteurs, l'IA devient de plus en plus utilisée. Nous sommes soutenus aussi par les académies, par le ministère. Nous considérons que nous sommes des fermiers qui ont de la chance d'exercer dans un tel état. Actuellement, avec l'IA, qu'est-ce que nous faisons avec l'IA dans le domaine agricole? Nous avons les produits de protection des plantes. Nous constatons que les nuisibles sont de plus fréquents. Nous utilisons les technologies de drones. Vous pouvez planter des graines avec des drones. Vous pouvez nourrir les plantes et tout cela avec l'IA. Et dans la réhabilitation des graines, nous utilisons aussi l'IA. Dans les années à venir, pour contrôler la production, nous allons utiliser l'IA. Nous allons pouvoir mieux contrôler les maladies, les nuisibles, les besoins en termes de minéral ou en termes d'eau des plantes. Vous avez posé une autre question. Vous avez demandé comment les États peuvent soutenir les fermiers. Moi, je pense que la durabilité doit être encouragée par les États. Lorsque vous faites votre travail de façon durable, vous devez avoir des incitations, vous devez être subventionné dans ce cas. Dans le présent cas, nous avons suffisamment de subventions, mais vous pouvez octroyer plus de subventions, par exemple, aux agriculteurs qui choisissent d'avoir une production durable. Parce que dans le monde, les produits agricoles certifiés deviennent de plus en plus importants, surtout dans les pays qui ont un niveau de revenu assez élevé, où l'accès à l'eau potable, l'accès aux produits certifiés est plus faisable, l'État peut les soutenir. Comment on peut avoir une collaboration entre l'Afrique et la Turquie? En tant que personne active dans le secteur agricole, j'aimerais vous dire que la Turquie, c'est un pays qui a une très grande potentialité agricole. Nous sommes au premier rang en Europe et au 7e rang dans le monde. Et notre exportation agricole est aussi très réussie. Donc nous avons une bonne production agricole. Nous avons aussi beaucoup de produits issus de l'industrie agricole qui sont exportés. Comme nous avons beaucoup d'exportation, certains produits ne nous suffisent pas et nous importons de l'étranger. Dans ce cas, dans ce domaine, nous pouvons avoir des collaborations avec l'Afrique. Nous pouvons vous envoyer des graines, des produits de protection de plantes. Nous pouvons partager notre expérience sur l'analyse des terres, sur l'analyse des eaux. Donc, on peut travailler ensemble dans ces différents domaines. Merci beaucoup. Tout à fait. C'est vraiment très important que l'IA entre en ligne de compte parce que cela permet de renforcer la gestion de contrôle entre les continents de l'agriculture. Merci beaucoup pour les différentes idées que vous avez partagées avec nous. Vous nous avez informés, vous nous avez éclairé sur la situation en Turquie. Bien sûr, l'utilisation de l'IA, c'est vraiment très, très important et il ne faut pas négliger du tout l'IA. Maintenant, professeur. L'entrepreneuriat peut renforcer le système de sécurité alimentaire de l'Ouganda. Lorsque nous regardons la situation intercontinentale entre Turquie et l'Afrique, comment les innovations pratiques peuvent être partagées, surtout dans le domaine d'une production durable, comment nous pouvons partager cet état d'avancement? Je suis très honorée d'être ici et de vous parler. La question que vous m'avez posée est très large. Et nous parlons à partir du point de vue de l'Afrique.
L'Afrique, c'est un très grand continent. Il y a 54 pays en Afrique. Et c'est pour cela que les perspectives que je vais partager avec vous ici seront aussi très larges. Nous pouvons regarder les différentes régions de l'Afrique et je suis très heureux de voir que Monsieur le ministre a déjà mentionné certains travaux qui ont été réalisés par la Turquie et nous sommes vraiment très reconnaissants. Vous avez aussi expliqué ce que vous avez fait il y a quelques années pour faciliter le transfert des aliments de l'Europe vers l'Afrique à un moment où l'Afrique en avait besoin. Donc nous voulons prendre en considération cette relation entre Turquie et l'Afrique. J'aimerais mettre ceci dans une perspective. Lorsque nous regardons l'Afrique, on voit qu'il s'agit d'un continent très grand où il y a différents blocs. Nous avons une très grande population aussi, 1,7 milliard de personnes. Cela veut dire que nous avons un marché très grand. Dans cette population, dans le monde entier, nous avons aussi la population la plus jeune au monde. Ça veut dire que nous avons des gens qui peuvent faire beaucoup de choses. Et les gens sont prêts à apprendre. Et l'autre aspect concerne les défis que nous rencontrons. Nous rencontrons une situation où nous sommes des importateurs de produits alimentaires, bien que l'Afrique dispose des terrains les plus larges au monde pour l'agriculture. Donc nous devons profiter de ces terrains agricoles. On a beaucoup de l'eau. C'est pas comme le média dit que l'Afrique manque d'eau. Non, ce n'est pas vrai. L'Afrique a beaucoup d'eau. Ça peut devenir une valeur pour nous. Et nous avons aussi des écarts technologiques. Et c'est là que Turquie peut arriver et avoir un partenariat avec l'Afrique pour faire quelque chose. J'aimerais que nous traitions ce sujet à partir de 3 angles. Premièrement, le partenariat commercial et technologique. L'Afrique peut avoir un partenariat dans les aspects commerciaux et dans les aspects technologiques, les joint ventures. Nigeria a fait une présentation avec un autre panel et ils appellent pour des joint ventures. Ils peuvent avoir des partenariats avec des entreprises turques et ils ont eu du succès déjà dans le cadre de ce partenariat. Le transfert de technologie, Monsieur le ministre l'a mentionné, nous devons construire, bâtir sur ce qui existe déjà sur le continent. Deuxième domaine dans lequel nous devons travailler, c'est la recherche et développement. Non seulement pour faire de la recherche et pour faire des publications d'articles, nous voulons faire des recherches qui nous mènent à des produits commerciaux, qui nous permettent de créer des entreprises, créer des affaires entre l'Afrique et la Turquie. Et donc, recherche et développement doit mener à des plateformes d'innovation partagées également dans la science et la technologie. Nous pouvons bâtir des pactes de science, des pactes de technologie. Les gens de Turquie, les gens de l'Afrique peuvent travailler sur ces pactes. Notre domaine, c'est le renforcement de l'entrepreneuriat pour l'écosystème. Il y a déjà des efforts en Afrique pour créer des entreprises à travers des centres d'incubation, des programmes d'accélération. Et nous pouvons travailler sur ces programmes, sur ces centres avec nos interlocuteurs turcs. Ces centres peuvent devenir plus vibrants. Ces centres peuvent fournir quelque chose à la population africaine. Nous avons besoin d'avoir plus de compétences dans le continent. Les jeunes ont besoin de qualifications et de compétences. Donc, dans ce domaine aussi, on peut travailler ensemble avec Turquie. Les Africains peuvent venir en Turquie, non seulement au niveau universitaire, nous avons besoin aussi de compétences intermédiaires, par exemple au niveau du collège. Ces personnes sont vraiment très importantes pour créer des entreprises en Afrique, pour créer des économies en Afrique. Cela nous mène à un modèle. De quel type de modèle nous avons besoin, nous recherchons? Nous devons avoir un pont d'innovation
alimentaire. Je ne parle pas seulement de l'agriculture. Lorsqu'on parle de l'alimentation, l'agriculture en fait partie, mais nous devons avoir un pont d'innovation entre Turquie et l'Afrique. Je sais très bien que pendant un certain temps, Turquie était séparée de l'Afrique. Mais Turquie a fait beaucoup d'efforts dans la dernière décennie pour aller vers l'Afrique. Et nous devons bâtir à partir de cet effort. Nous devons créer des ponts entre Turquie et Afrique et pour pouvoir répondre à tout ce qui manque en Afrique. Turquie peut avoir son apport et nous pouvons avancer ensemble. En guise de conclusion, je propose ce pont d'un point de vue gagnant-gagnant, d'un point de vue d'un arrangement gagnant-gagnant, que tout le monde en profite. Turquie va profiter de son partenariat avec l'Afrique et l'Afrique de même. Et c'est pour cela que ces agro-industries, ce secteur agro-industriel, agroalimentaire est une très grande chaîne alimentaire qui commence par la mécanisation, les graines, l'eau, donc le traitement des aliments, la distribution, etc. Tout cela doit faire partie de cet arrangement de collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de traiter une deuxième fois ces points clés pour gérer de manière honorable tous ces 2 millions de personnes qui sont en manque d'alimentation. Recherche et développement et son importance pour la commercialisation. D'ailleurs, ce qui construirait un pont entre la Turquie et les pays africains. À ce moment-là, il s'agit aussi de la gestion de l'eau. La Turquie pourrait donner son soutien en termes de technologie pour en effet mieux gérer tous ces défis. La prochaine personne est un professeur distingué, professeur Gira. Pour moi, en effet, j'aimerais comprendre un peu plus globalement. On est ici souvent pour l'autonomie alimentaire. Et dans le passé, on a eu des soucis à ce sujet-là. Pourquoi vous pensez que ça devient encore un plus grand enjeu à nos jours? Et est-ce que vous comptez l'adresser? De quelle manière? Merci encore une fois pour nous avoir parmi vous et nous donner l'opportunité de s'adresser à cette audience distinguée. Il est vrai que nous pourrions parler de plusieurs problèmes jolis en quelque sorte, des tests délicieux, innovation, gastronomie, etc. Mais qu'est-ce qui domine notre agenda global? C'est toujours la sécurité alimentaire. Je crois que c'est le cas pour l'humanité entière. Ce n'est pas seulement le cas des pays en voie de développement, mais aussi de ceux qui sont déjà développés, parce que la pauvreté et les stocks en manque en ce qui concerne l'alimentation, en effet, rendent ce sujet hyper important. En effet, nous allons tous parler de ça en étant assez fiers, n'est-ce pas? Avec la hiérarchie de Maslow, on était satisfait, dignifié, mais jusqu'à ce que soudainement on se retrouve à la vraie fin de tous ces pas qui ont cessé d'un coup, parce que ce qui s'est passé était que notre seul problème était à nouveau notre problème de base, donc s'alimenter, se nourrir. Ce qui se passe donc dans le siècle par lequel il s'agit des âges de l'humanité assez obscurs et donc du coup on s'entraide beaucoup. Et après tout ça, on se retrouve dans ce monde extrême en ce qui concerne les sujets d'éducation, mais aussi d'alimentation. Ces derniers temps affectés de manière négative. Nous consommons aussi beaucoup nos ressources. C'était le problème principal. Donc, le secteur éducationnel aussi est affecté beaucoup plus que d'autres, puisque l'agriculture dépend de la nature plus que d'autres secteurs. Mais aussi, il est tellement
emploi intensif que les défis sont difficiles à relever. D'autres défis, certaines personnes l'appellent permocrise ou expectocrise, qui est provoquée par le changement du climat, des conflits, mais aussi des pandémies comme le Covid, incluant d'autres types de pandémies évidemment. Il y a une autre palette de sujets qui est le coût. Les économistes couvraient les pages il y a 15 ans avec les alimentations bon marché. Maintenant, on ne peut plus en parler, tout est très cher maintenant dans le monde et cela fait tout plus difficile encore. Malgré tous les efforts et la motivation qui y est mise, en fait, on est pire que notre situation par rapport aux 15 années auparavant. On ne peut pas en effet réussir de mettre en place une autonomie alimentaire. Une personne des 5 en Afrique va toujours dormir la nuit et enfin, on produit le double de ce que nous produisions il y a 30 ans, mais pourtant près de 3 milliards de personnes ne peuvent pas avoir accès à une alimentation saine. J'allais dire une autre chose, mais j'ai coupé une partie de mon discours. Le problème n'est pas seulement que la production et le produit, c'est la distribution, en effet, juste et acceptable. Et même les âges les plus critiques, en général, il y a de l'alimentation et des nourritures autour, mais les gens ne peuvent pas y avoir accès, c'est le problème. Nos systèmes agricoles sont en train de produire à manger, mais ça ne parvient pas à tout le monde. Le système alimentaire ne devrait pas que fournir de la sécurité, mais aussi une adaptabilité environnementale, sociale. On a vraiment besoin de changer notre approche par rapport à la sécurité alimentaire pour avoir tout ça de manière soutenable. Cette économie agricole, en effet, ce qui veut dire produit, achète, dispose, consomme. Ça devrait être plus circulaire parce que dans ce système linéaire, c'est vrai que ça produit de la productivité et pas mal de choses, mais c'est en effet au désavantage de distribution juste, etc. On doit repartir avec l'économie circulaire, le bioéconomie circulaire, qui devrait inclure l'environnement, l'économie et la société au lieu de les traiter séparément. On a besoin de technologie, d'innovation certainement, mais on a besoin de plus de justice parmi les champs. C'est passant par des innovations sociales, mais aussi des modèles sociologiques aussi qu'on pourrait atteindre cet objectif avec l'aide des instituts, des coopératives et montrer que la résilience ne traite pas seulement la production, la productivité, mais aussi la responsabilité partagée. On devrait se sentir responsable et conseiller de manière responsable, donner notre soutien à des communautés vulnérables ou à des groupes vulnérables pour rendre le système plus sûr. Nous devons aussi essayer de juger un petit peu les critères du système existant. Nous savons que quand on parle de la sécurité ou la sécurité alimentaire, il s'agit toujours de produire plus, pourtant cela va encore rendre plus de pression sur les systèmes si nous n'explorons pas les sensibilités découlant de certaines résiliences ou des économies qui sont des fois sensitives au niveau des ressources. Quand ils font faillite, il faut chercher des modèles d'économie nouvelles pour trouver des nouvelles alternatives. Si ces alternatives seraient promettantes, en effet, ça découlerait des nouvelles approches que nous aurons inventées. Quand il s'agit de l'énergie, de l'aliment et de l'écosystème, et mis tous ensemble,
sachant que chacun utilise l'un et l'autre pour produire plus. En effet, on a besoin de les relier entre les 4 secteurs pour qu'il y ait toutes ces connexions entre les systèmes. Ainsi, de manière holistique et malin, nous allons passer des échelles locales vers des échelles globales. On doit faire gaffe quand même avec le nettoyage vert, les localités, l'approche holistique et le développement holistique et la coopération sont essentiels pour la réalisation de ces périodes de transition, même si c'est difficile. Il faut qu'on le fasse. On ne peut pas arriver avec les personnes qui n'auraient pas les capacités suffisantes. Donc la formation et l'éducation est cruciale. Comme moi, je suis même moi, un académicien, une rechercheuse, je peux aussi considérer ces capacités. Laissez-moi dire que parmi les diplômés que j'ai eus, les meilleurs venaient de l'Afrique. Donc je suis très fier d'eux d'ailleurs. Nous devons aussi changer la manière de transmettre le savoir en servant des plateformes, etc. Parce que cela deviendra praticable et réalité seulement si on passe par toutes les manières et méthodes de manière exhaustive. Je vais juste dire une dernière phrase. En effet, ce n'est pas qu'un problème économique, c'est hyper social. Il s'agit de la justice sociale de l'Afrique à Gaza. Plusieurs personnes souffrent de la famine et c'est à cause des conflits qui ont été créés par l'être humain, n'est-ce pas? Ça a été dit aussi par les anciens directeurs de l'Organisation de l'alimentation mondiale, David Faisley, qui disait que les marchés qui mènent au conflit, c'est les êtres humains qui l'ont créé. Donc on doit avoir plus d'aliments et moins de conflits. Autrement, on s'en sortira pas. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour souligner des sujets assez importants pour nous. J'imagine qu'on a bien fait cela puisque les ministres aussi voulaient traiter de ces sujets-là quand il s'agit d'une urgence dans une affaire, quand vous devez partir par exemple et impliquer ce que vous laissez ce que vous avez appliqué derrière vous. C'est vrai qu'il s'agit de plusieurs défis, mais vous aurez aussi appris plusieurs savoirs technologiques. Les étudiants se sont repartis par tout le continent pour créer de nouvelles affaires. Des étudiants turcs devraient aussi, par ailleurs, je propose, venir prendre des formations en Afrique pour améliorer l'échange. Docteur Boko, maintenant, comment le gouvernement africain et les instituts financiers pourraient collaborer avec la Turquie afin de déverrouiller plusieurs financements soutenants pour l'agriculture et quel genre de mécanisme pourrait être mis en place pour garder ces investissements sains et avoir des résultats à long terme? Merci. Distinguished guests, thank you for the opportunity to be in this forum and to thank the organizers, the government, Ministry of Trade for such a wonderful forum. To also thank Africa's food ambassador, the moderator, our champion for food security in Africa. Büyükelçisi, je voudrais aussi remercier les panélistes pour l'introspection excellente qu'ils nous ont rendue en touchant à des sujets tellement critiques pour nous. Si vous me permettez, notre modérateur bien respecté, en Afrique, nous avons des fois permis certains de nos leaders. Pour Kenya, le Premier ministre, Dr Laila Molodinga. J'aimerais observer une minute de silence pour elle et par la suite je pourrai continuer. Right. Just to let you know, it's the passing on of Prime Minister Raila Odinga, just to provide a minute of silence. Our condolences to the Kenyans and the rest of the continent. Nos condoléances pour son décès et pour les
citoyens du continent qui l'aimaient. Yeah, so I decided to donate my Donc j'ai décidé de faire une donation de mon temps ainsi pour elle. Elle en valait la peine. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'agriculture africaine. Ce qui est très important, l'agriculture et économie africaine. De mon côté, je vais essayer de faire de l'introspection. De mon côté, donc, le GDP est de 3,8 milliards de dollars américains. Donc, le secteur agricole contribue aux 50% de ce GDP. Il s'agit d'à peu près 1 trillion de dollars américains de chiffre d'affaires. Donc l'agriculture est quand même une affaire, est un commerce. 1 trillion. Imaginez des affaires de cette masse. Donc l'Afrique importe aussi à peu près 1,1 million de dollars pour l'alimentation chaque année. D'accord. Donc tous nos collègues ont parlé de transmission technologique, etc. Mais on s'est dit, on a retrouvé que 2 milliards de dollars américains devraient être déviés pour qu'on puisse l'utiliser dans l'innovation des nouvelles technologies, etc. Donc ce n'est pas vraiment une aide. On peut le considérer comme une aide, mais comme une vraie affaire. Monsieur le ministre aussi en ont parlé en tant qu'une opportunité importante pour l'Afrique et pour l'agriculture. Hariboula a parlé aussi, il y a plus de 6 millions de hectares de hariboulan, des aires en effet cultivables qui ne sont pas cultivables. C'est dommage. Le potentiel est énorme, donc extrêmement énorme. Et il y a beaucoup de choses que le continent peut faire. Donc nos ministères honorables, en effet, voient aussi ce potentiel, mais aussi les défis. Donc on a besoin de vision, certainement le potentiel, on en a besoin, mais on ne le mange pas. Les défis, on ne le mange pas. Vision, en général, on dit, c'est pour les fumeurs, le vision. Il fume, il aura plein de visions. Donc, on est obligé de rentrer dans l'espace agricole, malgré les défis que nous avons construits nous-mêmes. Les contraintes budgétaires aussi en Afrique, et pour ce qui concerne les investissements domestiques, en effet, la plupart des pays ont du mal à acheminer jusqu'à ces étapes-là. Les aides des donateurs vont venir dans un secteur avec plein de promesses, et il s'agit évidemment du secteur privé, dont on a besoin d'ailleurs pour la liquidité. Par là, il découle plus de 1,5 milliard de dollars. Mais cela ne peut pas nous mener à passiviser les risques que nous retrouvons dans le secteur. Nous ne sommes pas capables d'apprendre parce que les risques seront déjà perdus par l'investissement. Seulement les 3% de ces financements vont en effet arriver sur l'espace de manière bénéfique. On a travaillé avec les gouvernements africains avec la Banque de développement africaine, aussi des institutions bancaires africaines pour inventer des mécanismes financiers afin d'en parler d'ailleurs après à nos ministres pour revivre la revivification du secteur privé et en faire découler des bénéfices vers le secteur agricole. Nous l'avons fait la plupart du temps avec beaucoup de transformations en apportant plein d'opportunités entre la Turquie et l'Afrique. Comme nos collègues en ont parlé, en quelque sorte avec les investissements directs, même les fonds du système financier, en effet, les systèmes de production, l'agro-industrie, etc.
il s'agit d'un business de 1 million de dollars. Mais moi, j'aimerais bien avoir ça, en effet, dans mon portefeuille, n'est-ce pas, pour conclure les collaborations stratégiques avec la Turquie et entre l'Afrique et la Turquie aussi, devraient être prises en compte, puisque nous pouvons avoir certains plans d'action stratégiques ensemble, en utilisant plusieurs mécanismes barrières aussi. Merci beaucoup pour ça. Pour conclure, donc monsieur le ministre doit partir, je le sais, donc je me permets de revenir sur ce sujet de remerciements. En ce qui concerne le gouvernement turc, tous nos panélistes et nos invités sont très curieux de reprendre les discussions. Je remercie aussi Miss Lenora et son équipe pour nous aider et pour nous avoir guidés aussi. Pour l'industrie commerciale, les apports de l'Union africaine étaient très précieux aussi. Je les remercie pour conclure avec une réaffirmation du fait que la Turquie et l'Afrique sont en train de partager une opportunité unique afin d'avoir une future bien alimentée et soutenable. On est au courant des grands défis, comme en parlent nos panélistes, que ce soit le changement climatique ou manque d'autonomie alimentaire. Par ailleurs, on a des opportunités dans d'autres thèmes comme l'innovation, la technologie, etc. Nous devons donc passer à l'action rapidement. Le premier pas serait de rétablir des hubs comme des centres de technologie et d'organisation de plans d'action afin de coordonner l'organisation des opportunités d'investissement, mais de commerce, mais aussi l'application des plans d'action innovatrices. Deuxièmement, le hub devrait être capable de remplir la tâche de créer des agendas exhaustifs avec des mécanismes de supervision clairs, mais aussi une mise en ligne avec les parties prenantes. Mais comment? Alors on passe à l'action avec la conversation pour aller vers de vrais résultats. Troisièmement, nous devons créer des opportunités d'investissement qui encouragerait et nos partenaires privés et publics pour plus de participation, ce qui voudrait dire de simplifier des procédures frontalières et marquer l'absence de ces infrastructures agro-industrielles de toute taille. Comme en ont parlé aussi nos panélistes et nos ministres, aussi encore une fois, le transfert des savoirs et des connaissance est très important pour les procédures alimentaires. Cinquièmement, il y a une urgence, en effet, en besoin de renforcer les cadres de financement en passant par le partage des initiatives financières et des fonds dédiés, que ce soit pour les investissements ou autres initiatives locales, pour catalyser la valeur ajoutée et la chaîne de valeur ajoutée. Sixièmement, l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'innovation digitale doit être acceptée et embrassée par nous tous en précisant que l'agricole passe souvent par des mécanismes et systèmes logistiques qui peuvent nous donner plein d'avantages, mais aussi faciliter les planifications. Septièmement, nous devons faciliter cet momentum en mettant en œuvre, comme l'a dit Benito Flores, en parlant de la considération d'un comité interministériel africain-turc pour la sécurité alimentaire et un système alimentaire soutenable dans différentes tables, les politiques étant alignées,
la capacité de rendre des comptes est importante et avec certains ambassadeurs de divers pays, nous en avons parlé pour ce continent que ces motivations sont nécessaires pour rentrer au continent et faire un effet différentiel, puisque les organisateurs aussi évidemment aimeraient partager ce hub pour des applications à court terme. Finalement, donc c'est l'innovation, partenariat, innovation pour ces trois. Donc si vous les combinez, le potentiel énorme de l'Afrique se fera visible avec des nouvelles modèles à construire qui ne nous sera pas adapté qu'à nous seulement, mais qui nous permettra aussi de partager la prospérité pour les générations à venir. Je pense que nous avons encore une minute qui nous reste, donc s'il y a une question qui urge vraiment, je peux les réorienter à nos panélistes ou à moi-même. On aimerait bien entendre vos questions pour conclure. What is it? Are we done? We missed that. Do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Je pense que nous avons fait un très très bon travail. Votre Excellence, l'ambassade de Rwanda. Est-ce que nous avons un micro pour monsieur, s'il vous plaît? Nous avons l'Excellence de Rwanda au premier rang. Est-ce qu'on peut lui donner le micro pour qu'il puisse exprimer ses remarques ou bien poser ses questions? Merci beaucoup. Ce n'est pas une question. J'aimerais vous remercier parce que ça a été vraiment très impressionnant. Je pense que les panélistes ont élaboré les différentes questions que nous avons en Afrique. Il y a des choses que nous ne devons pas avoir. Les pays qui nous nourrissent, l'Ukraine, ne correspond à l'Afrique de l'Est. Nous sommes beaucoup plus grands, mais l'Ukraine nous nourrit. Je ne parle même pas des terres érables et d'autres sources que nous avons. C'est vraiment embarrassant. Vous avez proposé des solutions et la modératrice a souligné le chemin que nous devons suivre. Et en tant qu'ambassadeur, nous allons vous soutenir. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. J'aimerais compléter ce qu'il dit et dire à l'audience que nous sommes en transition en Afrique. Nous ne sommes pas assis comme ça sur nos genoux. Cette histoire, ça appartient au passé. Nous avons un nouveau mode d'action. J'ai dû quitter l'université. J'ai voulu être impliquée dans l'action. Et maintenant, je suis un PDG. Je ne suis plus à l'université. Je gère des industries. Et donc l'Afrique, c'est notre décennie, c'est notre moment. Il ne faut pas rester dans l'Afrique du passé. Nous devons continuer à avancer et nous devons nous encourager à faire ce que nous devons faire pour construire notre économie. Merci. Merci. Merci beaucoup, encore une fois. Merci de nouveau pour avoir honoré cette séance.
Et s'il y a plus de questions, nous pouvons les adresser aux organisateurs. Nous allons pouvoir vous répondre en ligne, bien sûr, nous allons continuer notre collaboration avec Turquie. Merci pour avoir fait ce pas géant, venir en Turquie et faire entrer dans un partenariat pour forger ce partenariat. Encore une fois, merci à tous les excellences. Donc, cette plateforme est close. Merci. Değerli konuklar, gıda güvencesi ve Nous avons donc terminé le panel sur la sécurité et la production durable alimentaire. Nous remercions les participants, les panélistes et les sponsors. Nous vous invitons sur scène pour prendre une photo de famille. Merci.